bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre live Instagram organisé dans le cadre du quart d'heure de lecture du CNL. C'est la 4e édition cette année et c'est la 4e fois qu'on y participe. On y tient beaucoup. Chaque année, on fait un petit live avec une comédienne, un comédien, une autrice, un auteur. Et cette année, nous avons la chance immense d'avoir avec nous Aurélie Valogne. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et ravie d'être là pour cette 4e édition. Merci beaucoup, Merci infiniment d'être venu en plus dans nos locaux. Nous sommes en direct de chez Audiolib pour faire ce live Instagram. Merci d'être avec nous. Bonjour si vous nous rejoignez. Pour rappel, nous organisons ce petit live dans le cadre du quart d'heure de lecture du CNL. Donc on est ensemble pendant 15 minutes pour parler de lecture et pour parler du nouveau roman de Aurélie Valogne, La Fugue, qui sort demain chez Audiolib et chez Lattès. On a trop hâte. Et bien, si déjà des personnes sont connectées, je peux commencer à te... Ouais, ok, super, salut les gens, on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là, Oriane nous dit derrière l'écran que vous êtes là, donc c'est super, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aurélie, question pour toi. Oui. Surprise, est-ce que tu peux nous dire quel est le livre qui t'a amené à la lecture ? Oh là là, plein de livres m'ont amené à la lecture, ma mère d'abord, mais je dirais que le premier livre que j'ai lu toute seule m'a été offert par ma grand-mère, il s'appelait L'Histoire sans fin. Donc un gros livre quand même, j'étais en CP, je le voulais absolument. Et j'ai adoré cette histoire parce que c'est l'histoire d'un jeune lecteur qui, au lieu d'aller à l'école, vole un livre dans une librairie, s'enferme dans le grenier de son école et plonge littéralement dans le livre pour aller sauver la princesse et vivre dans un monde complètement imaginaire. Et donc là, c'était vraiment l'idée de plonger dans un livre, de vivre les expériences à 1000%, de ressentir l'intensité des émotions au point où on a même peur pour sa vie. Et je sais, quand j'ai eu fini de lire ce livre-là, j'ai écrit une petite carte postale à ma grand-mère pour la remercier, pour lui dire voilà, à quel point j'avais aimé ce livre. Et je lui ai dit, ça y est, mémé, j'ai trouvé. Quand je serai grande, je serai écrivain. Donc oui, donc c'est vraiment le premier livre qui m'a donné des grandes émotions de lecture. Ok, et tu te souviens quel âge tu avais ? Je crois vraiment que c'était pour mon entrée en CP ou CE1. Donc j'apprenais à lire et ma grand-mère m'a dit tu n'arriveras jamais à lire. Donc moi j'aime pas les... tu n'y arriveras pas. Et donc je l'avais fini, voilà. Mais oui, c'était mes premières lectures. Ok, wow. Merci beaucoup pour ce partage. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler du livre qui t'a donné envie d'écrire ? Et alors le livre qui m'a vraiment donné envie d'écrire et qui m'a mis la petite graine dans le cerveau en me disant que c'était possible, c'est Les 4 filles du Dr March avec Jo, qui pour moi était juste ma sœur jumelle. Une fille qui n'est pas complètement fille, mais un peu plus qu'on dirait garçon manqué, expression qu'on n'aime plus du tout aujourd'hui, mais une fille très réussie. Qui n'a pas du tout envie de suivre le modèle un peu sacrificiel ou cantonné à la maison et à un rôle très familial. La cuisine, les enfants, tout ça, c'est pas exactement ce pourquoi elle se sent faite. Et elle veut écrire, elle a son carnet dans lequel elle écrit des histoires. Elle veut être journaliste, elle veut voyager, elle tient pas particulièrement plus que ça à épouser quelqu'un. Et vraiment, je me suis dit, waouh, c'est cette vie, c'est cette vie-là qui me fait rêver, en fait, juste d'inventer des histoires, les noter dans un carnet, et donc c'est possible, on peut le faire. Et je sais même que je crois que j'avais lu le deuxième, où elle continue d'écrire, d'être journaliste, si je dis pas de bêtises. Et ça m'avait vraiment... je crois que c'est une héroïne, je sais pas si ma vie serait la même si elle n'avait pas existé. Enfin, ça avait vraiment elle a posé un imaginaire en moi, quelque chose qui... je sais que c'est possible parce que Jo existe. Donc ouais, un livre très important. Ok. Eh ben, écoute, grâce à Jo, tu publies ton 11e roman demain, donc La Fugue. On est très heureux d'en parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots sans trop en dévoiler ? Oui, La Fugue, donc c'est l'histoire d'Inès, qui est une femme qui n'a pas encore tout à fait 50 ans, qui a un mari, 2 grands-enfants qui ont quitté la maison. Mais elle se rend compte en fait qu'elle est arrivée à un moment donné dans sa vie où elle étouffe, elle se sent prisonnière, enfermée, et ça ne lui correspond plus. Et après avoir vraiment bataillé contre ses démons, un jour elle quitte tout, elle prend sa voiture, elle roule, elle fait plus de 300 km et elle décide de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Et elle cherche une maison, elle trouve une maison en piteux état qu'elle décide d'acheter et de retaper. Et en retapant la maison, elle va petit à petit se retaper elle-même, comprendre
comprendre les blessures de cette maison, vont l'aider à comprendre aussi les blessures de l'ancienne propriétaire et potentiellement les siennes. Elle va aller enquêter sur celles qui habitaient les lieux avant elle. Elle va découvrir les livres qui sont restés dans la bibliothèque et qui ont aidé l'ancienne propriétaire à vivre et qui vont l'aider elle aussi à se redresser. Et elle qui pense qu'elle peut se prouver elle-même qu'elle est capable de tout, qu'elle est capable de se débrouiller toute seule, elle va se rendre compte qu'en fait, ce revenir passe souvent par les autres. Donc c'est plutôt une manière de s'ouvrir, et de s'ouvrir à la sororité, de s'ouvrir à l'amitié, à un plus grand respect du monde qui nous entoure et de trouver sa juste place. Parce que parfois le monde n'est pas exactement fait comme on aimerait, il n'est pas exactement fait pour nous, notamment quand on a une certaine forme de sensibilité et d'empathie. Et là, elle va trouver des belles âmes qui vont lui montrer que sa place est vraiment là-bas. Voilà, là j'ai un peu tout raconté. C'est plus qu'un pitch. Trop hâte d'être demain. Donc pour la sortie, je rappelle, du livre audio La Fugue d'Aurélie Valognes, avec quand même une information d'Auteuil, c'est que c'est toi qui l'as enregistré. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. C'est pas la première fois que tu prêtes ta voix à un de tes romans. Tu as lu L'Envol, Oui. que nous avons ici aux côtés de Françoise Cadol. Mais là, pour le coup, tu étais toute seule derrière le micro avec Jean-Paul Palmire de l'autre côté de la fenêtre. Normalement, il nous regarde ce matin, donc on le dit salut du studio Calisso. Salut Jean-Paul. Et donc là, c'est toi qui étais toute seule derrière le micro. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'a fait? Oui, déjà c'est vraiment un rêve de petite fille de lire des textes dans une cabine toute insonorisée, toute noire. Vraiment, moi j'ai grandi avec Madame Doubtfire et Robin Williams, il y a toutes ces voix. Je me dis, c'est ça que je veux faire en fait. Moi je sens qu'au fond je suis un peu timide, mais sans l'être trop non plus. Et d'être observée par personne, de juste se dire ta voix doit laisser passer l'âme et la bonne émotion. Je savais que ça serait un truc que j'adorerais. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le faire pour L'Envol. Et c'est vrai que déjà j'avais qu'une envie, c'était de lire même le livre en entier, alors qu'il y avait une mère et une fille. Et vraiment c'était mieux d'avoir deux voix différentes rien que pour les audiolecteurs. Et cette année, en écrivant La Fugue, je savais que je l'écrivais moi-même pour pouvoir le lire. Et c'était un petit cadeau que je me préparais déjà, en me disant non, celui-ci, j'ai vraiment envie de pouvoir avoir un narrateur à la première personne qui va dérouler une histoire que je peux, moi, porter parce qu'elle me ressemble, parce qu'elle est très proche aussi de ce que j'ai pu voir ou ressentir. Ce qui était aussi le cas sur les deux romans précédents, qui étaient très intimes, avec un jeu. Et ce qui explique aussi pourquoi, sur les tout premiers romans, je me suis jamais autorisée à aller les lire, parce que c'était plutôt des romans avec un narrateur omniscient. Moi, dans ma tête, j'imaginais un vrai conteur qui était en plus capable, qui devait être capable de pouvoir faire notamment des déjeuners de famille avec 7 voix différentes. Et là, je connais mes limites et je ne pensais pas être la meilleure personne pour servir des romans comme La Ritournelle ou autre. Donc là, sur ceux-ci, vraiment, ça a été un plaisir fou de lire La Fugue. Moi, je sais quand je travaille mon texte, je le retravaille beaucoup à voix haute pour m'assurer qu'il n'y a pas un mot en trop, une virgule mal placée, que la lecture chez quelqu'un qui le lirait chez soi soit la plus fluide possible. Et ça a été le cas là en redécouvrant en version audio où j'ai bien vu que ça coulait à peu près tout seul pour le lire. Ça reste épuisant. C'est 2 jours et demi, 3 jours de lecture et c'est quand même une grande concentration parce qu'on veut donner la bonne émotion. Moi, je la connais par cœur, l'émotion que j'ai voulu donner, mais j'ai toujours peur que dans la voix, à ce moment-là, ça ne soit pas exactement ça. Et au contraire, donc Jean-Paul a vraiment bien assisté et ça a été un vrai moment de partage et très très beau. Et je sais que c'est lui qui me le disait, mais je l'ai entendu beaucoup en dédicace aussi. Il m'a dit mais c'est un très beau cadeau que tu fais à tes lecteurs et tes audiolecteurs parce que effectivement on entend l'intonation que j'ai vraiment voulu mettre, on entend l'émotion comme j'ai voulu la placer et là ce que je te disais en off juste avant, j'ai une amie qui vient de lire en avant-première La Fugue et qui m'a dit je vais le relire, c'est très très riche, il y a plein de choses et ça m'a touchée à plein d'endroits, mais en fait je vais pas le relire, je vais l'écouter. Parce qu'elle avait fait ça avec les 2 derniers et elle m'a dit à chaque fois j'entends des choses différentes, le roman je l'appréhende pas de la même manière et ça me touche profondément et en plus elle me dit ça me permet de passer un petit moment encore avec toi. C'est trop beau. Donc oui, j'ai trouvé ça beau. Donc, mais moi en fait j'adore, je suis très bavarde, le quart d'heure de lecture va durer 45 minutes. Ah il est déjà 10 minutes. Ok, on va lire, sinon ça ne s'appelle pas un quart d'heure de lecture. Mais oui, non, c'est vrai que j'adore ça et
potentiellement, même quand j'avais fait des livres pour les enfants, c'est moi qui avais fait la voix et je m'étais amusée à prendre une voix de petit garçon de 6 ans et j'adore ça. J'aurais pu être actrice, mais pas trop sur scène, quoi. Ça fait quoi une voix de petit garçon de 6 ans? Je m'appelle Clovis et pour vous le dire, je déteste l'école. Bravo, c'est super bien fait. Pour tout vous dire, ouais. Et bah après Clovis, nous allons écouter Inès lire un Oui, extrait. Donc merci de nous faire ce cadeau immense de lire donc le prologue et le premier chapitre de ton roman qui Oui. paraît donc demain chez Audiolib en livre audio et chez Lattès en grand format. Donc, c'est en avant-première, le prologue. Une clé. Ce n'est rien une clé. C'est un petit objet qui tient dans le creux de la main, qui se glisse dans le fond de la poche, qu'on pourrait perdre par mégarde, ou dont on pourrait oublier la valeur. Mais une clé, c'est l'objet le plus libérateur qui soit. C'est avoir un lieu à soi, un lieu qui ferme, un lieu où l'on décide de qui entre et qui n'entre pas, un lieu de protection, un refuge, un cocon. Dans une prison, la clé fait toute la différence, entre le dedans et le dehors, entre celui qui a la clé et celui qui ne l'a pas, celui qui ne peut s'échapper et celui qui est libre. Asservie et coupable, je l'ai longtemps été. Je n'avais pas la clé de ma vie. Jusqu'à ce jour où je suis partie. Et désormais, je la tiens fermement dans mon poing. La clé de ma maison. La clé de ma nouvelle vie. Alors, chapitre 1. Terre promise, je te trouve. Finistère, la fin de la terre. Quand je sors de la voiture, c'est la tempête. Les éléments sont en colère. Les rafales de vent, les embruns, la mer déchaînée. Personne sur la jetée. Ils sont tous aux abris. Mes cheveux fouettent mon visage. Les bourrasques salées claquent sur mes joues. Je m'en prends plein la figure, mais je résiste, droite et forte. Je reprends ma marche le long de la plage, enfonce mes mains dans les poches, remets ma capuche, accélère le pas. Et je me mets à courir, contre le vent. Je fais la course avec les éléments, avec mon passé aussi. Mon pouls bat dans mes tempes, le froid fouette mes oreilles. Je cours, je n'écoute que mon cœur. Lui sait. Des années que cette fièvre coule dans mes veines, cet appel sauvage, cette envie de liberté. Je cours. L'air froid s'engouffre dans mes poumons. Il brûle. J'ai mal. Toutes ces larmes ravalées, tous ces élans réfrénés, toutes ces idées avortées, toutes ces routes que je n'ai pas prises, tous ces projets délaissés, tous ont le goût des regrets. Alors je cours, toujours plus loin. Je fuis. Fuir ma vie, ce monde qui ne me correspond plus, qui m'oppresse, m'étouffe, m'enferme. Je veux quitter cette existence qui me rend malheureuse. Quitter ce monde hostile, ses bruits, sa vitesse, ses divertissements, ses compétitions, ses guerres, ses obligations futiles. Je veux respirer, danser, écrire, travailler, accueillir, jouer, chanter, créer, jardiner, nager, ressentir. Je veux vibrer, vivre des choses exceptionnelles, me sentir libre. J'ai toujours attendu qu'on vienne me sauver, mais je l'ai compris désormais. Personne ne viendra. Alors je me sauve moi-même, à plus de 40 ans. Si chaque matin du monde ressemble à celui-ci, je ne douterai plus de ma force, ni de mes idées. Si chaque battement de mon cœur tape comme cela, je ne me soucierai plus de ma mort, ni de ce que je vais laisser. Tous les matins du monde ne suffisent pas, si on ne peut plus rire, espérer, rêver. Plutôt mourir que vivre enterré. Alors il faut s'enflammer, être indulgent et patient, rallumer son destin et ses envies, essayer, réessayer, douter et y parvenir. Peut-être qu'il y aura des tempêtes,
peut-être des galères, peut-être une maladie, peut-être des deuils, peut-être, sûrement. Mais je m'accrocherai malgré tout. La force me viendra comme au premier cri. On ne part pas pour trembler, ni douter. On ne brûle pas sa vie d'avant pour finalement renoncer. Et si encore je dois tomber, je tomberai. Si encore je dois me relever, je le ferai. Car c'est fini de subir, de tolérer, d'encaisser, d'être à terre. Les autres ne se pensaient grands que parce que j'étais à genoux. Mais aujourd'hui, je me redresse. Avec la volonté de réussir, la force de me prouver qu'un jour après l'autre, j'y arriverai. Oui, je mérite cette vie. Je mérite la joie. J'arrête là. Merci Aurélie, c'est trop beau. C'est trop beau, merci. J'ai envie de tout modifier encore. C'est horrible quand je me relis à voix haute. À chaque fois, je me dis, ah, le mot ici, je l'aurais enlevé. Là, je l'aurais pas mis à la ligne. Non, mais c'est pas grave. Je suis contente. Rassure-toi. Mais oui, ça me fait toujours ça. Merci pour ce cadeau immense que tu nous as fait en le lisant en direct. J'espère que ça vous a plu, mais je suis sûre que oui. Je crois que nous arrivons déjà en plus à... Ouais, mais oui, on est hyper ponctuel. Merci Aurélie encore d'être venue. C'était un vrai Merci plaisir. pour ta lecture. Merci à vous. Sublime. Pour écouter la suite, chères toutes et chères toutes, ce sera à partir de demain sur toutes les plateformes numériques et à partir du 12 mai, vous pourrez retrouver la version CD dans vos librairies. Pour rappel, la version grand format sort chez Lattès demain également et vous aurez la version poche de la lignée au livre de poche. Voilà. Merci encore d'être avec nous, d'avoir été avec nous pour ce quart d'heure organisé dans le cadre de 11 mars je lis, organisé par le CNL. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci Aurélie. À très vite. Et merci. Oriane.